Le 15 novembre 1962, 7 mineurs de la mine de Carmaux ont disparu sans laisser de traces durant leur service de nuit. L'effondrement soudain de la galerie principale fut immédiatement attribué à un accident tragique mais prévisible dans ces mines centenaires du Tarn. Pendant 50 années, les familles ont pleuré leur mort sans sépulture, acceptant l'explication officielle d'un éboulement fatal qui avait emporté leurs proches dans les profondeurs de la terre. Mais en 2012, quand des explorateurs urbains ont découvert une salle murée dans les tunnels abandonnés, ils ont trouvé bien plus que des ossements. À l'intérieur de cette chambre, scellée depuis un demi-siècle, les squelettes des 7 mineurs reposaient aux côtés de caisses d'explosifs militaires et de documents qui allaient révéler l'une des conspirations les plus sombres de l'histoire minière française. Ces hommes n'étaient pas morts dans un accident. Ils avaient été assassinés pour avoir découvert quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Mais qu'est-ce qui pouvait être si dangereux pour justifier l'exécution de 7 travailleurs innocents et l'effacement de toute trace de leur existence? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. En 1962, Carmaux était encore le cœur battant de l'industrie minière du département du Tarn, dans le sud-ouest de la France. Cette ville de 15 000 habitants vivait au rythme des sirènes de la mine depuis plus d'un siècle, quand Pierre-François Solage avait ouvert les premiers puits de charbon en 1752. Les veines de houille s'étendaient sur des kilomètres sous les collines verdoyantes de l'Albigeois, nourrissant des générations de familles ouvrières qui descendaient père en fils dans les galeries obscures. La mine de Carmaux était alors l'une des plus importantes de France, employant près de 2000 hommes répartis sur 3 équipes. Les installations s'étendaient sur plusieurs hectares, avec le puits principal Sainte-Marie qui plongeait à 400 mètres de profondeur et le puits secondaire Saint-Louis qui desservait les galeries les plus anciennes. Les bâtiments de surface, construits en briques rouges typiques de la région, abritaient les bureaux administratifs, les vestiaires et les ateliers de maintenance. Une voie ferrée privée reliait directement la mine à la ligne Toulouse-Brive, permettant l'expédition quotidienne de centaines de tonnes de charbon vers les centres industriels du pays. Henri Delacroix était mineur depuis l'âge de 14 ans. À 32 ans, en 1962, ce natif de Carmaux connaissait les galeries comme les rues de sa ville. Fils et petit-fils de mineurs, il avait épousé Marie Bonnefoy, fille d'un contremaître de la mine, et ils habitaient une maison ouvrière rue Jaurès, dans le quartier de la Verrerie. Henri était respecté de tous pour son expertise technique et son sens des responsabilités. Quand les jeunes mineurs avaient des questions sur la géologie des veines ou les techniques d'étayage, c'est vers lui qu'ils se tournaient naturellement. Marcel Fontaine, 28 ans, était arrivé à Carmaux en 1958 avec sa femme Lucette et leurs 2 enfants, Claude et Sylvie. Originaire du bassin minier de Lens, dans le Pas-de-Calais, il avait fui les difficultés économiques du Nord pour trouver du travail dans les mines du Midi. Sa spécialité était le forage des trous de mine, un travail de précision qui demandait une parfaite connaissance de la roche. Marcel habitait une maison de mineurs avenue Albert Thomas, à 5 minutes à pied du carreau de la mine. Ses collègues appréciaient sa bonne humeur et ses histoires du Nord, qu'il racontait avec son accent ch'ti encore bien marqué. Georges Leblanc, 45 ans, était le doyen de l'équipe de nuit. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, il avait participé au débarquement de Provence en août 1944 avec la première armée française. Démobilisé en 1945, il était entré à la mine où son expérience militaire lui avait valu rapidement une promotion au poste de chef d'équipe. Georges connaissait parfaitement les galeries les plus anciennes et les plus dangereuses, celles que même les ingénieurs évitèrent de visiter. Il habitait seul dans un petit appartement place du Marché, sa femme Marguerite étant décédée de tuberculose en 1959. André Caron venait tout juste d'avoir 24 ans quand il était arrivé à Carmaux, au printemps 1962.
Parisien d'origine, fils d'un employé de la RATP, il avait choisi l'aventure minière pour échapper à la routine métropolitaine et gagner rapidement de l'argent. Son projet était de rester 2 ou 3 ans dans le Tarn, le temps d'économiser suffisamment pour ouvrir un petit commerce à Paris avec sa fiancée Françoise. André logeait dans un foyer de jeunes travailleurs rue Gambetta et envoyait chaque mois la moitié de son salaire à sa famille. Louis Girard, 38 ans, était l'artificier de l'équipe. Spécialiste des explosifs, il préparait les charges de dynamite qui permettaient d'abattre les veines de charbon et de creuser les nouvelles galeries. Son travail exigeait une précision absolue et une connaissance parfaite des différents types d'explosifs civils autorisés dans les mines. Louis avait appris son métier dans l'armée, où il avait servi comme sapeur-mineur en Indochine de 1946 à 1949. Marié à Denise, il habitait une maison avec jardin route d'Albi et cultivait ses légumes pendant ses jours de repos. Jean-Baptiste Martin était le superviseur de l'équipe de nuit depuis 1960. Âgé de 41 ans, cet ingénieur diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne dirigeait les opérations nocturnes avec une autorité respectée mais parfois redoutée. Contrairement aux autres, Jean-Baptiste n'était pas originaire de la région. Il venait de Marseille et avait été muté à Carmaux après avoir travaillé dans les mines de bauxite de Provence. Sa femme Simone et lui habitaient une villa bourgeoise, avenue du Maréchal Joffre, dans le quartier résidentiel de la ville haute. L'équipe de nuit était soudée par des années de travail commun dans les profondeurs. Chaque homme connaissait les réflexes et les habitudes des autres, une connaissance vitale quand on évoluait dans l'obscurité à 400 mètres sous terre. Ils descendaient ensemble à 22 heures et remontaient à 6 heures du matin, 6 jours sur 7, avec seulement le dimanche pour récupérer et voir leur famille à la lumière du jour. Le contexte politique de 1962 était particulièrement tendu en France. La guerre d'Algérie touchait à sa fin avec les accords d'Évian signés en mars, mais les tensions restaient vives. L'organisation armée secrète, l'OAS, multipliait les attentats pour s'opposer à l'indépendance algérienne. Dans le Tarn, département rural et conservateur, beaucoup de familles avaient des fils qui servaient en Algérie ou venaient d'en revenir. Les conversations au Café du Commerce, sur la place de Carmaux, tournaient souvent autour des nouvelles du conflit et du rapatriement des Pieds-Noirs noirs. Le mercredi 14 novembre 1962, la journée avait été particulièrement froide à Carmaux. Un vent du nord soufflait depuis le matin, apportant les premières gelées de l'automne. À 18 heures, quand les mineurs de l'équipe de jour remontaient du puits Sainte-Marie, la température était descendue à 2 degrés. Henri Delacroix était rentré chez lui rue Jaurès pour dîner avec Marie et leurs 3 enfants, Pierre, 14 ans, Françoise, 12 ans, et le petit Michel, 8 ans. Comme tous les soirs avant son service de nuit, Henri avait vérifié son matériel. Sa lampe à acétylène, ses outils de mineur, et surtout sa montre, un cadeau de mariage de sa femme, qu'il consultait religieusement toutes les heures pour respecter les horaires de sécurité. Marcel Fontaine avait passé la soirée à aider son fils Claude, 13 ans, à faire ses devoirs de mathématiques. Lucette avait préparé le repas favori de son mari, une potée aux choux avec du petit salé, sachant qu'il aurait besoin de force pour la longue nuit qui l'attendait. Vers 21 heures, Marcel avait embrassé sa femme et ses enfants avant de prendre sa musette et de partir vers la mine. La tradition voulait qu'il ne regarde jamais en arrière en quittant sa maison, par superstition. Georges Leblanc avait passé l'après-midi à lire le journal dans son appartement de la place du Marché. Les nouvelles d'Algérie l'inquiétaient, lui qui avait connu la guerre. L'annonce de nouveaux attentats de l'OAS à Alger et à Oran le ramenait à ses souvenirs douloureux de 1944. Il avait dîné seul d'une soupe et de pain, puis était parti à pied vers la mine, en fumant sa pipe, sa habitude depuis des années. André Caron avait reçu une lettre de sa fiancée Françoise dans l'après-midi. Elle lui annonçait qu'elle viendrait lui rendre visite à Carmaux pour les fêtes de Noël, une nouvelle qui l'avait mis de bonne humeur. Il avait écrit une longue réponse qu'il comptait poster le lendemain matin après son service. André était parti du foyer de la rue Gambetta vers 21h15, sifflotant un air de Charles Trenet.
Louis Girard avait passé la soirée dans son jardin malgré le froid, à préparer ses plantations d'hiver. Sa femme Denise lui avait reproché de s'obstiner dehors par ce temps, mais Louis aimait ce moment de calme avant de descendre dans les galeries. Il avait soigneusement rangé ses outils de jardinage avant de prendre sa sacoche d'artificier et de partir vers la mine route d'Albi. Jean-Baptiste Martin était arrivé à la mine vers 21h30 plus tôt que d'habitude. Il avait prétexté vouloir vérifier les rapports de l'équipe de jour, mais plusieurs témoins l'avaient vu discuter longuement au téléphone dans son bureau avant l'arrivée des mineurs. Madame Joséphine Blanc, qui tenait la petite épicerie face à l'entrée principale de la mine, avait remarqué qu'une voiture inconnue était garée devant les bureaux administratifs depuis 19 heures. Une Citroën noire, avec une plaque d'immatriculation qu'elle n'avait pas réussi à déchiffrer dans l'obscurité. À 22 heures précises, la sirène de la mine avait retenti, signalant le changement d'équipe. Les 7 hommes s'étaient retrouvés dans le vestiaire souterrain, 300 mètres sous terre, pour revêtir leurs équipements de sécurité. Selon le témoignage de Robert Calmels, mineur de l'équipe de jour qui remontait, l'ambiance était normale. Henri Delacroix plaisantait avec Marcel Fontaine sur les résultats du match de football Toulouse-Bordeaux de la veille. Georges Leblanc vérifiait une dernière fois la liste des travaux prévus dans la galerie nord-est, secteur 7. Le programme de la nuit était classique. Poursuivre l'extraction dans la veine de charbon numéro 12, une galerie récemment ouverte qui promettait un rendement exceptionnel. Louis Girard devait préparer 3 charges d'explosifs pour élargir l'accès à cette nouvelle section, tandis que les autres mineurs se chargeaient de l'évacuation du charbon déjà abattu et de la pose de nouveaux étais de soutènement. À 22h45, Jean-Baptiste Martin avait fait sa dernière ronde de contrôle. Il était remonté en surface, officiellement pour vérifier un problème technique avec l'un des treuils de remontée. Le gardien de nuit, Fernand Descudier, l'avait vu partir du carreau de la mine vers 23h en voiture, ce qui était inhabituel. Normalement, le superviseur restait présent toute la nuit en cas d'urgence. À 1h du matin, plus aucun bruit ne montait des profondeurs. Fernand Escudier avait d'abord pensé que l'équipe travaillait dans une galerie particulièrement éloignée, ce qui arrivait parfois. Mais vers 3h, l'absence totale de mouvement avait commencé à l'inquiéter. Les mineurs remontaient habituellement vers 4h pour leur pause casse-croûte, une tradition sacrée dans toutes les mines de France. À 4h30, Fernand avait actionné la sirène d'appel d'urgence. Aucune réponse n'était venue des profondeurs. Il avait alors appelé Jean-Baptiste Martin chez lui, mais personne n'avait décroché. Pris de panique, le gardien avait téléphoné au domicile d'Henri Delacroix. Marie avait répondu immédiatement, inquiète de ne pas voir rentrer son mari. À 5h du matin, une équipe de secours improvisée était descendue dans la mine. Elle était composée de 4 mineurs de l'équipe de jour arrivés en urgence, dirigés par l'ingénieur-chef René Calvairac, réveillé en pleine nuit. Ce qu'ils avaient découvert défait toute logique. La galerie principale, menant au secteur 7, était complètement effondrée, comme si une explosion souterraine avait provoqué un éboulement massif. Des tonnes de roches et de terre bloquaient l'accès, et aucun appel ne recevait de réponse de l'autre côté. L'alerte générale avait été donnée à 6h. Les pompiers de Carmaux puis ceux d'Albi étaient arrivés avec du matériel de déblaiement. À 8h, la préfecture du Tarn avait été informée et à 10h, une équipe spécialisée de sauvetage minier venait de Saint-Étienne. Mais déjà, les experts savaient que les chances de retrouver des survivants étaient pratiquement nulles. L'effondrement était si massif qu'il aurait fallu des semaines pour dégager complètement les décombres. Pendant 3 jours, les équipes de secours s'étaient relayées sans interruption. Elles avaient creusé un tunnel de secours parallèle à la galerie effondrée, espérant contourner l'obstacle et atteindre la zone où les 7 mineurs étaient censés travailler. Mais le 18 novembre au soir, un second effondrement avait emporté le tunnel de secours et manqué d'ensevelir 2 sauveteurs. L'ingénieur-chef avait alors pris la décision d'arrêter les recherches, jugeant que poursuivre mettrait d'autres vies en danger pour récupérer des corps certainement broyés sous des centaines de tonnes de roches. Le 20 novembre 1962,
La direction de la mine avait officiellement déclaré les 7 hommes morts dans l'exercice de leurs fonctions. Une messe avait été célébrée en leur mémoire à l'église Saint-Privat de Carmaux le dimanche suivant, devant plus de 1000 personnes. Leurs noms avaient été gravés sur le monument aux morts de la mine, dans la cour d'honneur des bureaux administratifs. Henri Delacroix, Marcel Fontaine, Georges Leblanc, André Caron, Louis Girard et 2 autres dont les familles garderaient le souvenir à jamais. Mais plusieurs détails troublants n'avaient jamais reçu d'explication satisfaisante. Pourquoi Jean-Baptiste Martin était-il parti si tôt cette nuit-là? Qui était dans la voiture noire observée par Madame Blanc? Et surtout, comment expliquer que l'effondrement ait été si parfaitement localisé, bloquant exactement l'accès au secteur où travaillait l'équipe, sans affecter le reste de la mine? Les années qui suivirent la tragédie transformèrent profondément la vie de Carmaux. Marie Delacroix devint veuve à 29 ans avec 3 enfants à élever. La pension de la mine ne suffisait pas à couvrir les besoins de la famille, et elle dut prendre un emploi de couturière chez Madame Vernet, dans la rue commerçante de la ville. Chaque matin, Pierre, l'aîné, accompagnait ses petits frères et sœurs à l'école avant de partir au lycée d'Albi. Le soir, il aidait sa mère aux travaux ménagers, assumant précocement le rôle du chef de famille. Marie ne se remaria jamais. Elle gardait précieusement la montre de son mari dans le tiroir de sa commode, celle qu'Henri consultait toujours pour respecter les horaires de sécurité. Parfois, tard le soir, ses voisins l'entendaient pleurer derrière les murs fins de la maison ouvrière. Elle participait religieusement aux messes anniversaires organisées chaque 15 novembre, mais évitait de parler de l'accident. Quand ses enfants lui posaient des questions sur leur père, elle se contentait de répondre « Il est parti au travail et il n'est jamais revenu. C'est la vie de mineur. » Lucette Fontaine quitta Carmaux 6 mois après la tragédie. Elle ne supportait plus de voir la mine chaque matin en allant au marché. Avec ses 2 enfants, Claude et Sylvie, elle retourna dans le Nord, chez ses parents, à Laon. Le voyage en train fut terrible. Claude, 14 ans, pleurait en silence en regardant défiler les paysages du Midi qui l'éloignaient définitivement de son père. Lucette trouva du travail comme femme de ménage dans les bureaux de la compagnie minière du Pas-de-Calais. L'ironie était cruelle. Elle nettoyait les locaux d'une autre mine, respirant chaque jour l'odeur de charbon qui lui rappelait Marcel. La disparition de Georges Leblanc passa presque inaperçue socialement. Sans famille proche, il n'avait que quelques amis au café du commerce qui se souvenaient de ses histoires de guerre. Son appartement de la place du marché fut loué à un jeune instituteur 3 mois après l'accident. Ses affaires personnelles, quelques livres sur la guerre et ses médailles militaires, furent donnés aux œuvres sociales de la mine. Seul Henri Delacroix avait vraiment connu Georges, et avec sa disparition, les souvenirs du vieux combattant s'effacèrent progressivement de la mémoire collective. Françoise, la fiancée d'André Caron, fit le voyage depuis Paris pour assister aux obsèques symboliques. Elle resta 3 jours à Carmaux, logeant au petit hôtel de la Poste, espérant obtenir des réponses sur les derniers moments de son promis. Elle questionna les autres mineurs, le gardien de nuit, même Jean-Baptiste Martin qui évita soigneusement ces questions. Françoise repartit pour Paris avec la certitude troublante que quelque chose clochait dans cette histoire d'accident. Elle écrivit plusieurs lettres aux autorités départementales, mais n'obtint jamais de réponse satisfaisante. Denise Girard sombra dans une profonde dépression après la mort de Louis. Cet homme qui manipulait les explosifs avec tant de précision, qui connaissait parfaitement les dangers de son métier, ne pouvait pas avoir commis d'erreur fatale. Elle répétait cela à qui voulait l'entendre, mais ses protestations furent rapidement attribuées au chagrin d'une veuve qui refusait d'accepter la réalité. Denise consulta plusieurs fois le médecin de famille, le docteur Andrieux, qui lui prescrivit des calmants. Elle finit par vendre la maison route d'Albi et déménagea à Toulouse chez sa sœur. Jean-Baptiste Martin quitta Carmaux en janvier 1963, officiellement muté à la mine de la Grand-Combe, dans le Gard. Son départ précipité surprit ses collègues, d'autant qu'il avait toujours affirmé apprécier son poste à Carmaux. Sa femme Simone semblait soulagée de partir, comme si un poids invisible s'était abattu sur leur famille depuis novembre. Avant son départ,
Jean-Baptiste vendit sa villa de l'avenue du Maréchal Joffre à un prix étonnamment bas, pressé de quitter la région. L'enquête officielle de l'inspection des mines fut bouclée en mars 1963. Le rapport final, rédigé par l'ingénieur départemental Paul Rouquette, concluait à un accident causé par l'instabilité géologique naturelle de la galerie. Selon les experts, une poche de gaz s'était formée dans une faille de la roche, provoquant une explosion qui avait déstabilisé les étais de soutènement. L'effondrement en cascade qui s'ensuivit avait rendu impossible tout secours efficace. Cette explication satisfit les autorités et les compagnies d'assurance, mais laissa de nombreuses questions sans réponse dans l'esprit des familles et des autres mineurs. Comment une équipe aussi expérieuse que celle d'Henri Delacroix avait-elle pu ne pas détecter une accumulation dangereuse de gaz? Pourquoi les détecteurs installés dans toutes les galeries n'avaient-ils donné aucune alerte? Et surtout, pourquoi l'explosion avait-elle été si localisée qu'elle n'avait même pas été entendue en surface? Ferdinand Descudier, le gardien de nuit qui avait donné l'alerte, démissionna de son poste en mai 1963. Il affirmait qu'il ne pouvait plus supporter de descendre dans la mine depuis l'accident. En réalité, Ferdinand était hanté par un détail qu'il n'avait jamais osé révéler. Cette nuit du 14 novembre, il avait entendu des voix inhabituelles près de l'entrée du puits vers minuit. Des hommes qui parlaient à voix basse, avec des accents qui n'étaient pas ceux de la région. Quand il était sorti de sa guérite pour vérifier, il n'avait vu personne, mais une odeur de cigarette anglaise flottait dans l'air froid. Les années passant, la mine de Carmaux déclina progressivement. La concurrence du pétrole et du gaz naturel rendait l'extraction du charbon de moins en moins rentable. En 1975, la direction annonça la fermeture définitive de l'exploitation pour 1987. Les derniers mineurs furent reclassés dans d'autres sites ou partirent en retraite anticipée. Le 23 décembre 1987, la dernière cage remonta du puits Sainte-Marie, marquant la fin de 2 siècles d'histoire minière à Carmaux. Pendant toutes ces années, la galerie où avaient disparu les 7 hommes resta scellée, officiellement pour des raisons de sécurité, mais aucun plan de réouverture ne fut jamais établi. Les nouveaux ingénieurs qui arrivaient à la mine recevaient des consignes strictes. Le secteur 7 était définitivement condamné et ne devait faire l'objet d'aucune exploration. Cette interdiction était d'autant plus surprenante que cette zone était réputée contenir encore d'importantes réserves de charbon de haute qualité. Marie Delacroix vécut jusqu'en 1998, emportant ses questions dans la tombe. Ses enfants avaient grandi. Pierre était devenu instituteur, Françoise s'était mariée à un commerçant d'Albi, et Michel travaillait comme technicien dans l'aéronautique à Toulouse. Aucun d'entre eux n'était retourné travailler dans les mines, comme si la tragédie familiale avait définitivement rompu la transmission héréditaire du métier. Dans ces dernières années, Marie parlait parfois à ses petits-enfants de leur grand-père Henri, mais elle évitait soigneusement d'évoquer les circonstances de sa disparition. La fermeture de la mine transforma Carmaux en ville dortoir. Les anciens bâtiments industriels furent démolis ou reconvertis. Le puits principal fut remblayé et recouvert d'une dalle de béton. Seul le chevalement métallique fut conservé comme monument historique, témoignage rouillé d'un passé révolu. Les galeries souterraines furent officiellement noyées pour éviter tout risque d'effondrement. Mais en réalité, de nombreux tunnels restèrent accessibles malgré les mesures de sécurité. En septembre 2012, Luc Mercier et sa compagne Amélie Durand faisaient partie de ces passionnés d'exploration urbaine qui s'introduisaient clandestinement dans les sites industriels abandonnés pour les photographier et les documenter. Luc, 28 ans, était ingénieur informatique à Toulouse et consacrait ses week-ends à explorer les vestiges du patrimoine industriel du Sud-Ouest. Amélie, photographe professionnelle, immortalisait leurs découvertes pour un blog qui comptait plusieurs milliers d'abonnés passionnés d'urbex. Le couple avait déjà exploré les mines abandonnées de Decazeville et de Gressessac, documentant la beauté mélancolique de ces cathédrales souterraines désertes. Carmaux figurait depuis longtemps sur leur liste de sites à visiter,
Mais ils avaient repoussé cette exploration à cause de la surveillance renforcée mise en place par la mairie. En effet, plusieurs accidents impliquant des adolescents qui s'amusaient à pénétrer dans les galeries avaient poussé les autorités à renforcer les contrôles et à infliger des amendes dissuasives. Ce samedi 15 septembre 2012, exactement 50 ans après la tragédie, Luc et Amélie profitèrent d'un week-end prolongé pour tenter leur exploration de Carmaux. Ils avaient étudié minutieusement les plans de la mine conservés aux archives départementales du Tarn, identifiant plusieurs accès potentiels aux galeries principales. Le plus prometteur était une ancienne sortie de secours située dans les bois de Blaye, à 2 kilomètres du centre-ville, que les plans datant de 1955 montraient encore ouverte. Vers 14 heures, ils garèrent leur voiture sur un chemin forestier et partirent à pied à travers la forêt de chênes et de châtaigniers. L'automne était précoce cette année-là, et les feuilles commençaient déjà à jaunir sous un soleil encore chaud. Après 20 minutes de marche, ils découvrirent effectivement l'entrée de la galerie de secours, partiellement masquée par des ronces et des broussailles. L'ouverture, large de 2 mètres et haute d'1,80 m, était fermée par une grille métallique rouillée dont plusieurs barreaux avaient cédé sous l'effet du temps. Équipés de casques à éclairage LED, de cordes et de matériel photographique professionnel, ils se faufilèrent dans l'ouverture. La galerie descendait en pente douce vers les profondeurs de la mine, suivant une ancienne voie ferrée dont les rails étaient encore visibles sous une couche de poussière et de détritus. L'air était frais et humide, chargé de cette odeur caractéristique de charbon et de roches mouillées que connaissaient bien tous les amateurs d'exploration souterraine. Après 300 mètres de progression, ils débouchèrent dans une vaste salle circulaire qui servait autrefois de carrefour entre plusieurs galeries. Leurs lampes révélèrent les vestiges d'une ancienne installation électrique avec des câbles qui pendaient du plafond et des boîtiers de distribution recouverts d'une épaisse couche de suie. Sur les murs, des panneaux indicateurs en français et en occitan indiquaient les directions vers les différents secteurs de la mine. Secteur 3, Galerie Jaurès, secteur 5, Puits Saint-Louis, secteur 7, accès interdit. C'est cette dernière indication qui attira immédiatement l'attention de Luc. Contrairement aux autres panneaux qui montraient les signes de l'âge et de l'humidité, celui-ci semblait plus récent, comme s'il avait été installé ou rénové bien après la fermeture de la mine. De plus, l'inscription « Accès interdit » était rédigée dans un français moderne, sans les tournures archaïques typiques de la signalétique industrielle des années 1960. Amélie photographia méthodiquement la salle pendant que Luc étudiait sa carte et tentait de situer leur position par rapport aux plans historiques. Selon ses calculs, ils se trouvaient approximativement sous le quartier de la Verrerie, à environ 400 mètres de profondeur. Le secteur 7, interdit d'accès, se dirigeait vers le nord-est, en direction du centre historique de Carmaux. Malgré l'avertissement, ou peut-être à cause de lui, le couple décida d'explorer cette galerie mystérieuse. Ils progressèrent prudemment dans un tunnel plus étroit, où leurs pas résonnaient étrangement sur le sol pavé de briques réfractaires. Au bout de 150 mètres, ils tombèrent sur un premier obstacle, un mur de briques rouges qui barrait complètement le passage. Mais contrairement aux autres cloisons qu'ils avaient vues dans la mine, construites de manière rudimentaire pour condamner les galeries dangereuses, celle-ci était édifiée avec un soin particulier, comme si elle avait été bâtie pour durer éternellement. Luc examina attentivement la maçonnerie. Les briques étaient jointoyées au mortier de ciment, un matériau qui n'était pas utilisé dans les mines dans les années 1960. De plus, la construction semblait relativement récente, peut-être des années 1980 ou 1990, mais le plus intrigant était la présence d'un conduit d'aération percé dans la partie haute du mur, comme si quelqu'un avait voulu maintenir une circulation d'air de l'autre côté. Amélie découvrit bientôt une fissure verticale dans le mur, probablement causée par un tassement du terrain au fil des années. La lézarde était assez large pour qu'ils puissent y glisser leurs lampes et observer ce qui se trouvait derrière. Ce qu'ils virent les stupéfia.
Une salle voûtée d'une quinzaine de mètres carrés, avec des objets posés sur le sol et des formes indistinctes appuyées contre les murs. « Il faut qu'on trouve un moyen d'entrer là-dedans », murmura Luc, intrigué par cette découverte inattendue. Ils passèrent 1 heure à chercher un passage alternatif, explorant toutes les galeries adjacentes sans succès. Finalement, Luc prit la décision de démonter partiellement le mur au niveau de la fissure, en retirant délicatement quelques briques pour créer une ouverture suffisante. Quand ils réussirent enfin à se faufiler dans la salle murée, la première chose qui frappa Amélie fut l'odeur. Pas l'odeur habituelle de charbon et d'humidité des mines abandonnées, mais quelque chose de plus troublant. Une odeur sourde et organique que son cerveau mit quelques secondes à identifier. Luc dirigea sa lampe vers le fond de la salle et poussa un cri étouffé. 7 squelettes humains étaient disposés contre le mur du fond, encore partiellement vêtus de ce qui ressemblait à des combinaisons de travail en lambeaux. Les ossements étaient parfaitement conservés dans l'atmosphère sèche de la salle scellée, et certains détails macabres sautaient immédiatement aux yeux. Des casques de mineurs gisaient près de chaque crâne, et l'un des squelettes tenait encore dans ses phalanges les restes d'une montre-bracelet. Mais ce n'étaient pas seulement les restes humains qui rendaient cette découverte extraordinaire. Disposées au centre de la salle, une douzaine de caisses militaires en bois étaient empilées avec soin. Certaines portaient encore des marquages en français. Explosifs, armée de terre, dépôts d'agents et des dates qui remontaient à 1961 et 1962. D'autres caisses, plus petites, contenaient visiblement des armes. Amélie distinguait nettement la forme caractéristique de fusils démontés et de pistolets automatiques. Luc s'approcha prudemment de l'un des squelettes et examina les vêtements. La combinaison de travail bleu, bien que décolorée et partiellement décomposée, portait encore un écusson brodé. Mine de Carmaux, H. Delacroix. Sur un autre corps, il découvrit une plaque d'identité militaire en aluminium. Leblanc-Georges, 2e régiment de Zouaves, matricule 1005-847. Amélie, surmontant son trouble initial, commença à photographier méthodiquement la scène. Son instinct de documentariste professionnel avait pris le dessus sur l'émotion, et elle comprenait qu'ils étaient en train de découvrir quelque chose d'historiquement majeur. Chaque cliché révélait de nouveaux détails troublants. Des douilles de balles de gros calibre éparpillées sur le sol, des impacts de projectiles sur les murs de pierre, et surtout, un carnet de cuir noir coincé sous l'un des squelettes. Luc récupéra délicatement le carnet et l'ouvrit avec précaution. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture nerveuse en français, visiblement rédigée dans l'urgence. Les premières lignes, datées du 14 novembre 1962, étaient signées Henri Delacroix et commençaient par ces mots glaçants. « S'il arrive quelque chose cette nuit, que Marie sache que nous avons découvert quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir. Les armes dans la galerie 7 ne sont pas là par hasard. Martin est impliqué et ils nous ont vus fouiller dans les caisses. » Les pages suivantes décrivait en détail la découverte accidentelle d'un dépôt d'armes militaires caché dans les galeries abandonnées de la mine. Selon Henri, l'équipe était tombée sur ce stock en explorant une nouvelle veine de charbon. Les caisses contenaient des explosifs de qualité militaire, des fusils automatiques et même des mortiers légers, du matériel qui n'avait rien à faire dans une mine civile. Plus troublant encore, le carnet révélait que les mineurs avaient surpris Jean-Baptiste Martin en grande conversation avec des hommes en uniforme, quelques jours avant leur disparition. Ces militaires inspectaient le dépôt d'armes et semblaient organiser un transfert vers une destination inconnue. Henri avait reconnu l'un d'entre eux, le capitaine François Beaumont, un officier qu'il avait croisé plusieurs fois à Carmaux et qui était officiellement en poste à la base militaire de Castres. Le récit d'Henri décrivait ensuite la confrontation fatale du 14 novembre. L'équipe de mineurs avait décidé de menacer Martin de révéler l'existence du dépôt d'armes aux autorités civiles, espérant obtenir en échange une prime substantielle et des garanties sur leur sécurité. Mais au lieu de négocier, Martin avait fait appel aux militaires impliqués dans le trafic. « Ils nous ont emmenés ici sous la menace des armes », écrivait Henri dans l'une des dernières pages lisibles. « Beaumont prétend que nous sommes des traîtres,
que nous mettons en danger une opération de sécurité nationale. Il dit que les armes sont destinées à lutter contre l'OAS en Algérie, mais je ne crois pas un mot de cette histoire. Ces hommes sont des contrebandiers qui utilisent la mine pour cacher leur trafic. La dernière entrée du carnet, rédigée d'une main tremblante, était datée du 15 novembre à 3 heures du matin. Ils vont nous murer, ici. Beaumont a ordonné à ses hommes de construire un mur pour sceller la salle. Nous avons essayé de nous défendre, mais ils ont des armes automatiques. Georges a été touché le premier. Marcel et André ont tenté de fuir par la galerie, mais ils ont été abattus avant d'atteindre la sortie. Louis a voulu faire exploser les caisses d'explosifs pour nous venger. Mais une balle l'a atteint avant qu'il puisse allumer la mèche. Je suis le dernier vivant. J'entends les soldats qui empilent les briques de l'autre côté. Marie, mes enfants, pardonnez-moi de ne pas avoir su vous protéger de cette vérité. Amélie et Luc restèrent silencieux plusieurs minutes après avoir lu ces révélations terrifiantes. Ils réalisaient qu'ils venaient de découvrir la preuve d'un massacre organisé par des militaires français. Un crime d'État camouflé en accident minier pendant 50 ans. Les implications politiques et judiciaires de cette découverte étaient énormes, d'autant que certains des responsables pouvaient encore être vivants en 2012. Luc examina plus attentivement les caisses d'armes. Plusieurs portaient des marquages qui confirmaient leur origine militaire. Arsenal de Châtellerault, manufacture d'armes de Tulle, dépôt central de Versailles. Mais d'autres caisses montraient des inscriptions en arabe et des symboles qu'ils ne reconnaissaient pas, suggérant que ce dépôt servait effectivement à alimenter des réseaux d'armes destinés à l'Algérie. La découverte la plus troublante fut un dossier militaire intact, protégé dans une pochette étanche et glissé derrière l'une des caisses. Le document, marqué « Secret défense, opération Sirocco », détaillait un réseau de trafic d'armes organisé par des officiers français pour approvisionner simultanément les deux camps du conflit algérien. L'objectif était d'enrichir personnellement les responsables tout en prolongeant artificiellement la guerre pour justifier le maintien de la présence militaire française en Afrique du Nord. Selon ce dossier, la mine de Carmaux n'était qu'un maillon d'une chaîne de dépôts clandestins répartis dans tout le sud de la France. Les armes étaient acheminées depuis les arsenaux officiels grâce à de faux ordres de mission, stockés temporairement dans des sites discrets comme les mines abandonnées, puis expédiés vers l'Algérie par des circuits parallèles impliquant la marine marchande et l'aviation civile. Le capitaine Beaumont apparaissait comme l'un des coordinateurs régionaux de ce trafic, responsable de la zone Midi-Pyrénées. Jean-Baptiste Martin, superviseur de la mine, était son complice civil, chargé de sécuriser le site de stockage et d'éliminer toute menace de découverte. Le massacre des 7 mineurs n'était donc pas un acte impulsif, mais une décision calculée pour protéger un réseau criminel de plusieurs millions de francs. En photographiant les documents, Amélie découvrit une liste de noms qui la glaça d'effroi. Outre Beaumont et Martin, l'opération impliquait une vingtaine d'officiers supérieurs, des responsables politiques locaux et même des fonctionnaires du ministère de la Défense. Certains noms lui étaient familiers, des personnalités qui avaient fait carrière dans la politique ou l'industrie après la guerre d'Algérie et qui étaient encore influentes en 2012. Quand ils ressortirent de la salle murée 3 heures plus tard, Luc et Amélie étaient conscients d'avoir entre les mains l'une des découvertes historiques les plus explosives de l'histoire contemporaine française. Mais ils réalisaient aussi qu'ils venaient de s'exposer à des dangers considérables. Si les responsables de ce massacre étaient encore vivants et influents, ils ne reculeraient probablement devant rien pour empêcher la vérité d'éclater. De retour à leur voiture dans la forêt de Blaye, ils prirent le temps d'examiner plus attentivement les documents photographiés. Amélie avait pris plus de 200 clichés avec son appareil professionnel, documentant méticuleusement chaque détail de la salle, les positions des squelettes, les marquages sur les caisses d'armes, chaque page du carnet d'Henri Delacroix et surtout les documents militaires secrets. La qualité de ces photos était suffisante pour distinguer clairement les numéros de série des armes et les signatures sur les ordres de mission falsifiés. Luc examina particulièrement les listes de noms contenues dans le dossier
Opération Sirocco. Outre le capitaine François Beaumont et Jean-Baptiste Martin, il reconnut plusieurs personnalités qui avaient marqué la vie politique française des décennies suivantes. Le colonel Pierre Laval-Montpensier, devenu par la suite général et conseiller militaire de plusieurs présidents de la République. Le commandant Henri de Broglie, qui avait fait carrière dans l'industrie de l'armement après sa démobilisation, et dirigeait encore en 2012 l'une des plus importantes entreprises françaises de défense. Plus troublant encore, ils découvrirent le nom de Jacques Moore, qui était en 1962 un simple sous-préfet du Tarn, mais qui avait gravi tous les échelons de l'administration pour devenir ministre de l'Intérieur dans les années 1980. En 2012, bien que retraité, Jacques Moore restait une figure influente de la politique française et présidait plusieurs fondations caritatives. Sa signature apparaissait sur plusieurs documents autorisant le transit exceptionnel de matériel militaire sensible à travers le département du Tarn. Le couple prit la décision de ne pas rentrer immédiatement à Toulouse. Ils s'installèrent pour la nuit à l'hôtel des voyageurs, à Carmaux même, pour réfléchir à la marche à suivre. Dans leur chambre du premier étage, face à l'ancienne place de la mine aujourd'hui transformée en parking, ils se sentaient étrangement proches des événements de 1962. Par la fenêtre, ils apercevaient le monument aux morts où étaient gravés les noms des 7 mineurs, témoignage mensonger d'une tragédie maquillée en accident. Ce soir-là, Amélie contacta discrètement son ami journaliste Thomas Legrand, qui travaillait pour le quotidien régional La Dépêche du Midi. Sans révéler les détails de leur découverte, elle lui demanda de faire des recherches sur les parcours professionnels de François Beaumont et Jean-Baptiste Martin après 1962. Les informations que Thomas lui transmit par téléphone confirmèrent leurs pires soupçons. François Beaumont avait quitté l'armée en 1963 avec le grade de commandant, officiellement pour raison de santé. Il s'était ensuite installé en Suisse où il avait créé une société d'import-export spécialisée dans le matériel militaire. Sa fortune personnelle, considérable, provenait officiellement de contrats avec des pays africains nouvellement indépendants. Il était décédé à Genève en 1987, emportant ses secrets dans la tombe. Jean-Baptiste Martin avait bien été muté à la Grand-Combe en 1963, mais il n'y était resté que 6 mois. Il avait ensuite démissionné des houillères nationales pour rejoindre une compagnie minière privée en Afrique du Sud, où il avait dirigé plusieurs exploitations d'or et de diamants. Sa carrière africaine avait duré jusqu'en 1979, année où il était rentré en France, avec une fortune estimée à plusieurs millions de francs. Il vivait encore en 2012, âgé de 91 ans, dans une propriété isolée du Var. Ces révélations confirmaient que les principaux responsables du massacre avaient non seulement échappé à toute sanction, mais avaient prospéré grâce aux bénéfices de leur trafic d'armes. La découverte de Luc et Amélie représentait donc la première opportunité de rendre justice aux familles des victimes, 50 ans après les faits. Mais révéler publiquement cette vérité présentait des risques énormes. Plusieurs des personnalités impliquées dans l'opération Sirocco étaient encore vivantes et influentes. Leurs familles occupaient des positions importantes dans la politique, l'industrie et l'armée. De plus, cette affaire risquait de remettre en question l'ensemble de la politique française en Algérie et de révéler l'implication de l'État dans des trafics d'armes à grande échelle. Le lendemain matin, 16 septembre, Luc et Amélie prirent une décision qui allait changer le cours de l'enquête. Au lieu de contacter immédiatement les autorités officielles, ils décidèrent de retrouver les descendants des mineurs assassinés pour leur révéler la vérité en premier. Cette démarche leur semblait plus respectueuse envers les victimes et leurs familles, qui avaient le droit de connaître la réalité avant que l'affaire ne devienne publique. Leurs recherches dans les archives municipales de Carmaux leur permirent de localiser rapidement plusieurs familles. Pierre Delacroix, le fils aîné d'Henri, était devenu instituteur comme prévu et vivait encore à Albi avec sa femme et ses 2 enfants. Françoise Delacroix-Morel, la fille d'Henri, tenait un commerce de prêt-à-porter dans le centre-ville de Carmaux. Michel Delacroix, le plus jeune fils,
travaillait effectivement comme ingénieur aéronautique à Toulouse. Claude Fontaine, le fils de Marcel, avait suivi sa mère dans le Nord, mais était revenu s'installer dans le Tarn en 1985. Il dirigeait une petite entreprise de travaux publics à Gaillac et n'avait jamais cessé de s'interroger sur les circonstances exactes de la mort de son père. Sa sœur Sylvie avait émigré au Canada dans les années 1970 et avait fondé une famille à Montréal. La rencontre la plus émouvante fut celle avec Denise Girard, la veuve de Louis l'Artificier. Âgée de 88 ans en 2012, elle vivait dans une maison de retraite à Toulouse et conservait toute sa lucidité. Quand Amélie lui montra les photos du carnet d'Henri Delacroix, la vieille dame éclata en sanglots. « Je le savais », répéta-t-elle plusieurs fois. « Je savais que Louis n'avait pas pu commettre d'erreur avec les explosifs. Il était trop prudent, trop expérimenté, mais personne ne voulait m'écouter. » Denise révéla à Luc et Amélie des détails troublants qu'elle avait gardés secrets pendant 50 ans. Dans les semaines précédant sa disparition, Louis rentrait parfois du travail avec une humeur sombre, inhabituelle chez cet homme habituellement jovial. Il posait des questions étranges à sa femme. « Si tu découvrais que je fais quelque chose de dangereux pour nous protéger, est-ce que tu me ferais confiance? Ou est-ce qu'on pourrait partir vivre ailleurs, loin de Carmaux, si c'était nécessaire ?» Le soir du 14 novembre 1962, Louise était parti plus tôt que d'habitude pour son service de nuit. Il avait embrassé Denise avec une intensité particulière, comme s'il pressentait qu'il ne la reverrait pas. Dans sa sacoche d'artificier, Denise avait remarqué des objets qui n'avaient rien à faire là. Des papiers pliés, une petite lampe de poche supplémentaire et surtout un couteau de poche qu'il ne portait jamais au travail. Ces témoignages confirmaient que les mineurs avaient effectivement découvert le dépôt d'armes plusieurs jours avant leur assassinat et qu'ils avaient préparé leur confrontation avec Jean-Baptiste Martin. Le carnet d'Henri Delacroix n'était donc pas un récit écrit dans l'urgence, mais le résultat d'une enquête discrète menée par l'équipe pendant plusieurs semaines. Amélie et Luc passèrent encore 2 jours à Carmaux et dans ses environs recherchant d'autres témoins de l'époque. Ils retrouvèrent Fernand Escudier, l'ancien gardien de nuit, dans une maison de retraite d'Albi. Âgé de 95 ans, il était encore capable de raconter avec précision les événements de novembre 1962. Pour la première fois depuis 50 ans, il accepta de révéler ce qu'il avait vraiment vu cette nuit-là. « J'ai menti aux gendarmes », avoua le vieil homme. « J'avais trop peur de ce qui pourrait m'arriver si je disais la vérité. Cette nuit du 14 novembre, j'ai vu au moins 6 hommes en uniforme entrer dans la mine vers minuit. Ils portaient des armes automatiques et ils semblaient connaître parfaitement les lieux. Le lendemain matin, quand j'ai donné l'alerte, ces mêmes hommes étaient revenus. L'un d'eux, un officier avec des galons de capitaine, m'a pris à part et m'a expliqué que si je parlais de leur présence, ma famille et moi aurions des problèmes très graves. » Fernand révéla également qu'il avait vu Jean-Baptiste Martin repartir de la mine vers 4 heures du matin, dans une voiture militaire, accompagné de 2 soldats. Le superviseur semblait bouleversé et ne répondit pas quand Fernand le salua. Quelques heures plus tard, quand les équipes de secours commencèrent à arriver, Martin était de retour et jouait parfaitement son rôle d'ingénieur surpris et affligé par l'accident. Ces révélations supplémentaires permettaient de reconstituer précisément le déroulement de la nuit, du 14 au 15 novembre 1962. Les mineurs avaient bien été capturés vivants par les militaires de Beaumont, emmenés dans la salle du secteur 7 où était stocké le matériel de contrebande, interrogés puis exécutés. Le mur avait été construit dans la nuit même pour sceller définitivement leurs corps et les preuves du trafic d'armes. L'effondrement de la galerie principale avait été provoqué artificiellement le lendemain matin pour donner une explication plausible à la disparition des 7 hommes. Le 18 septembre 2012, Luc et Amélie prirent la décision de contacter officiellement les autorités. Ils se rendirent au commissariat d'Albi pour déposer une plainte contre X pour assassinat et complicité, en remettant copie de toutes leurs photos et de leurs témoignages. L'accueil fut pour le moins mitigé.
Le commissaire divisionnaire Marc Durand les écouta poliment, mais sembla sceptique sur la véracité de leur découverte. « Vous comprenez, expliqua-t-il, que cette affaire remonte à 50 ans et implique des personnalités de premier plan. Il faudra des preuves absolument irréfutables pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte. De plus, la plupart des témoins et des responsables présumés sont décédés. Nous allons transmettre votre dossier au procureur, mais je ne peux pas vous garantir qu'il donnera suite. » Cette réaction prudente, voire réticente, des autorités locales confirma à Luc et Amélie qu'ils avaient touché à quelque chose d'extrêmement sensible. Il était évident que l'affaire dépassait le cadre d'un simple crime régional et impliquait des ramifications politiques nationales que personne n'avait envie de remuer. Ils décidèrent alors de prendre une initiative plus radicale et contacter directement la presse nationale pour rendre publique leur découverte. Amélie utilisa ses contacts dans le milieu du photojournalisme pour entrer en relation avec l'équipe d'investigation du journal Le Monde. Après avoir examiné leurs preuves, les journalistes acceptèrent de publier un premier article, mais sous condition d'une vérification indépendante de leurs affirmations. Le 25 septembre 2012, une équipe du Monde accompagnée d'experts en médecine légale et d'historiens spécialisés dans la guerre d'Algérie se rendit à Carmaux pour examiner la salle murée. Leur expertise confirma l'authenticité de la découverte. Les squelettes correspondaient effectivement à des hommes d'âge compatible avec les mineurs disparus. Les armes étaient bien d'origine militaire française. Et les documents portaient des cachets et des signatures dont l'authenticité put être vérifiée dans les archives nationales. Cette caution scientifique et journalistique ouvrit enfin la voie à une véritable enquête judiciaire. Le 2 octobre 2012, le procureur de la République de Toulouse ouvrit une information judiciaire pour assassinat en bande organisée et complicité d'assassinat, confiant l'enquête au juge d'instruction Pierre Moreau. L'affaire des mineurs de Carmaux allait enfin sortir de l'ombre, 50 ans après les faits. L'ouverture de l'enquête judiciaire déclencha immédiatement une série de réactions qui confirmèrent l'ampleur de la conspiration révélée par Luc et Amélie. Le 5 octobre 2012, 3 jours seulement après la nomination du juge Moreau, l'avocat parisien Maître Philippe Delmont contacta le tribunal de Toulouse. Il représentait la famille du colonel Pierre Laval-Montpensier, décédé en 2009, et demandait l'accès au dossier pour protéger la mémoire d'un héros de la nation injustement accusé. Cette intervention juridique inattendue révéla que les familles des responsables présumés étaient parfaitement au courant de l'affaire et disposaient de moyens considérables pour se défendre. Maître Delmont était l'un des avocats les plus réputés de Paris, spécialisé dans les affaires sensibles impliquant la défense nationale. Sa présence dans ce dossier signifiait que des intérêts puissants étaient menacés par les révélations de Carmaux. Le juge Moreau ordonna immédiatement la saisie complète de la salle murée et son examen par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. L'expertise médico-légale, dirigée par le professeur Antoine Lacroix, confirma définitivement l'identité des victimes grâce au dossier dentaire conservé par la Sécurité sociale minière. Les 7 squelettes correspondaient parfaitement aux mineurs disparus en 1962. Henri Delacroix, Marcel Fontaine, Georges Leblanc, André Caron, Louis Girard, ainsi que Robert Vernès et Émile Rossignol, 2 ouvriers dont les familles avaient été moins actives dans les recherches initiales. L'analyse balistique des impacts de balles sur les murs révéla l'utilisation d'armes automatiques de calibre 7,5 mm, le standard de l'armée française en 1962. Les douilles retrouvées sur le sol portèrent les marquages de la manufacture d'armes de Châtellerault, confirmant leur origine militaire. Plus troublante encore, l'expertise révéla que certaines victimes avaient été abattues dans le dos, prouvant qu'elles tentaient de fuir au moment de leur exécution. Le professeur Lacroix découvrit également des traces de maçonnerie fraîche sur les vêtements de plusieurs victimes, confirmant qu'elles avaient été murées vivantes.
L'analyse du mortier utilisé pour la construction du mur révéla un mélange de ciment moderne et de chaux ancienne, technique inhabituelle qui suggérait un travail réalisé en urgence par des non-professionnels. Pendant que l'expertise scientifique progressait, le juge Moreau lança des investigations sur les survivants présumés de l'opération Sirocco. Jean-Baptiste Martin, l'ancien superviseur de la mine, fut localisé dans sa propriété du Var et convoqué comme témoin assisté le 15 octobre 2012. Âgé de 91 ans, il arriva au tribunal de Toulouse en fauteuil roulant, accompagné de son avocat et de son cardiologue. L'interrogatoire de Martin constitua le moment le plus intense de toute l'enquête. Face aux preuves accumulées et aux témoignages des familles, le vieil homme s'effondra psychologiquement. Après 50 ans de silence, il accepta enfin de révéler la vérité sur les événements de novembre 1962, non pas par remords, mais parce qu'il comprenait que ses anciens complices l'abandonneraient pour sauver leur réputation posthume. « C'est Beaumont qui dirigeait tout », avoua Martin d'une voix tremblante. « Moi, je n'étais qu'un petit rouage dans leur machine. Il m'avait promis un pourcentage sur les bénéfices si je sécurisais le dépôt de Carmaux. Au début, on me disait que c'était pour lutter contre l'OAS, que ces armes serviraient à protéger la République. J'étais assez naïf pour y croire. » Martin révéla que l'opération Sirocco était bien plus vaste que ce que suggéraient les documents trouvés dans la salle murée. Le réseau comptait des dépôts clandestins dans une quinzaine de sites à travers la France. Anciennes mines, caves de châteaux, bunkers abandonnés de la ligne Maginot. Le chiffre d'affaires annuel dépassait les 100 millions de francs de l'époque, une fortune colossale qui avait enrichi plusieurs dizaines d'officiers supérieurs et de fonctionnaires. Les mineurs ont découvert notre secret par accident, continua Martin. Ils exploraient une nouvelle galerie quand ils sont tombés sur notre stock. Henri Delacroix était un homme intelligent. Il a compris immédiatement que ces armes n'avaient rien à faire là. Au lieu de signaler leur découverte aux autorités, ils ont voulu nous faire chanter. Ils réclamaient 5 millions de francs pour leur silence, une somme énorme à l'époque. Le témoignage de Martin révéla également les détails de la nuit du massacre. Beaumont et ses hommes étaient venus de la caserne de Castres, avec l'intention de négocier avec les mineurs. Mais la situation avait dégénéré quand Georges Leblanc, l'ancien combattant, avait reconnu certains des explosifs comme étant du matériel allemand récupéré après la guerre et officiellement détruit. Leblanc s'est mis à crier qu'on était des traîtres, qu'on vendait des armes nazies aux terroristes, raconta Martin. Il a menacé de tout révéler à la presse. Beaumont a paniqué et a ordonné de les éliminer tous. Je n'ai jamais voulu ça, je vous jure. Mais une fois qu'on était dans l'engrenage, impossible de reculer. Les révélations de Martin permirent au juge Moreau d'identifier d'autres complices encore vivants. Le commandant Henri de Broglie, devenu industriel de l'armement, fut interpellé à son domicile de Neuilly-sur-Seine le 22 octobre 2012. Malgré ses 86 ans, il conservait toute sa lucidité et opposa un démenti catégorique aux accusations portées contre lui. L'interrogatoire de Broglie révéla la dimension politique de l'affaire. Selon lui, l'opération Sirocco avait bénéficié de complicité au plus haut niveau de l'État. Des ministres, des généraux et même des membres de l'entourage du général de Gaulle étaient informés de l'existence de ces réseaux parallèles, sans pour autant en connaître tous les détails. « Nous étions en guerre », se justifia Broglie. L'OAS multipliait les attentats, l'Algérie basculait dans le chaos, et il fallait des moyens exceptionnels pour préserver les intérêts français. Si quelques officiers se sont enrichis au passage, c'est regrettable, mais cela ne change rien à la légitimité de notre action. Cette ligne de défense, qui consistait à présenter le trafic d'armes comme une opération patriotique, s'effondra quand le juge Moreau découvrit les véritables destinations des armes vendues par le réseau. Les investigations menées en collaboration avec Interpol révélèrent que le matériel militaire français avait été vendu non seulement aux deux camps du conflit algérien, mais aussi à des organisations criminelles en Corse, à des groupes paramilitaires en Afrique et même à des cartels sud-américains. Le 30 octobre 2012,
La découverte d'un second dépôt d'armes dans une mine abandonnée de l'Aveyron confirma l'ampleur du réseau révélé par l'affaire de Carmaux. Cette cache, moins bien préservée que celle du Tarn, contenait encore des caisses d'explosifs et des documents comptables détaillant les transactions financières de l'opération Sirocco entre 1959 et 1965. L'enquête du juge Moreau aboutit en janvier 2013 à un non-lieu partiel particulièrement controversé. Jean-Baptiste Martin, reconnu coupable de complicité d'assassinat, échappa aux poursuites en raison de son grand âge et de son état de santé défaillant. Il mourut d'un infarctus dans sa propriété du Var en mars 2013, 3 mois avant l'ouverture prévue de son procès. Henri de Broglie bénéficia également d'un non-lieu pour les mêmes raisons d'âge et de santé, mais son empire industriel fut secoué par les révélations judiciaires. Plusieurs de ses entreprises perdirent des contrats gouvernementaux, et sa famille dut faire face à des procédures civiles intentées par les descendants des victimes de Carmaux. En revanche, l'enquête permit d'identifier et de poursuivre plusieurs complices plus jeunes qui avaient participé au réseau dans les années 1960 comme simples exécutants. 3 anciens sous-officiers furent condamnés en 2014 à des peines de prison avec sursis pour recel d'armes de guerre et complicité passive dans les assassinats. Plus important que les sanctions pénales, l'affaire de Carmaux eut des conséquences politiques et historiques considérables. Le gouvernement français fut contraint de créer une commission d'enquête parlementaire sur les réseaux d'armes clandestins de la guerre d'Algérie. Cette commission, présidée par le député historien Patrick Rothman, révéla l'existence de plusieurs autres affaires similaires qui avaient été étouffées par les services secrets. Le rapport Rothman, publié en 2015, établit que les trafics d'armes parallèles avaient été une pratique courante pendant la guerre d'Algérie, impliquant des centaines d'officiers et générant des profits estimés à plus d'1 milliard d'euros actuels. Ces révélations forcèrent l'État français à reconnaître officiellement ses responsabilités dans ces dérives et à indemniser plusieurs familles de victimes. Pour les familles des mineurs de Carmaux, la vérité révélée 50 ans après les faits apporta enfin la paix et la reconnaissance qu'elles attendaient. Marie Delacroix était décédée en 1998 sans connaître la vérité, mais ses enfants purent enfin faire leur deuil en comprenant que leur père était mort en héros, tentant de dénoncer un crime d'État. Pierre Delacroix, devenu le porte-parole des familles, déclara lors d'une conférence de presse « Notre père et ses compagnons ne sont pas morts dans un accident stupide. Ils ont été assassinés parce qu'ils refusaient de fermer les yeux sur un trafic criminel. 50 ans après, nous savons enfin que nous pouvons être fiers d'eux. » La ville de Carmaux décida de rebaptiser la place de l'ancienne mine « Place des 7 Martyrs » et d'ériger un nouveau monument rappelant les véritables circonstances de leur mort. L'ancien monument aux morts de la mine, qui présentait mensongèrement leur disparition comme un accident, fut remplacé par une stèle portant cette inscription « À la mémoire d'Henri Delacroix, Marcel Fontaine, Georges Leblanc, André Caron, Louis Girard, Robert Vernès et Émile Rossignol, mineurs de Carmaux assassinés le 15 novembre 1962 pour avoir refusé de se taire face au crime. Luc Mercier et Amélie Durand, les découvreurs de la vérité, furent décorés de la médaille de la Résistance par le président de la République en 2014. Leur blog d'exploration urbaine devint une référence pour les passionnés d'histoire industrielle, et ils publièrent en 2015 un livre témoignage intitulé « La salle murée », 50 ans de mensonges à Carmaux, qui connut un grand succès public. La salle murée elle-même fut transformée en mémorial souterrain, accessible aux visiteurs dans le cadre de visites guidées organisées par l'Office de tourisme du Tarn. Chaque année, le 15 novembre, une cérémonie commémorative rassemble les familles des victimes et les habitants de Carmaux pour honorer la mémoire des 7 mineurs. L'affaire eut également des répercussions sur la recherche historique française. Plusieurs universités lancèrent des programmes de recherche sur les réseaux clandestins de la guerre d'Algérie, révélant progressivement l'ampleur des activités criminelles camouflées derrière les opérations militaires officielles.
Ces travaux contribuèrent à une meilleure compréhension de cette période trouble de l'histoire française. En 2017, 5 ans après la découverte, François Beaumont Jr., le fils du capitaine responsable du massacre, prit une initiative surprenante. Contactant directement les familles des victimes, il présenta des excuses publiques pour les crimes de son père et remit aux descendants des mineurs une partie de l'héritage familial, estimant qu'il provenait du sang versé à Carmaux. Cette réconciliation symbolique marqua la fin d'un cycle de 55 années de mensonges et de souffrances. Les enfants et petits-enfants des victimes purent enfin tourner la page, non pas en oubliant, mais en sachant que la vérité avait triomphé et que la mémoire de leurs proches était honorée. L'histoire des mineurs de Carmaux devint rapidement un cas d'école étudié dans les facultés de droit, d'histoire et de journalisme. Elle illustrait parfaitement comment une découverte fortuite pouvait révéler des crimes d'État camouflés pendant des décennies, et comment la persévérance de citoyens ordinaires pouvait faire triompher la justice contre les intérêts les plus puissants. Aujourd'hui, quand on traverse Carmaux en direction d'Albi, on peut voir sur la place des 7 martyrs le nouveau monument qui rend hommage aux victimes. Mais c'est dans les profondeurs de l'ancienne mine, dans cette salle murée devenue mémorial, que résonne le plus fortement l'écho de cette tragédie. Les visiteurs peuvent y lire les derniers mots d'Henri Delacroix, gravés dans le marbre. « Marie, mes enfants, pardonnez-moi de ne pas avoir su vous protéger de cette vérité. Cette vérité, cachée pendant 50 ans derrière un mur de briques et de silence, aura finalement triomphé grâce à la curiosité de 2 explorateurs et au courage de familles qui n'ont jamais cessé de chercher des réponses. L'affaire de Carmaux nous rappelle que l'histoire officielle n'est pas toujours la vraie histoire, et que parfois il suffit d'une fissure dans un mur pour que la lumière perce enfin les ténèbres du passé. Cette affaire nous montre comment des citoyens ordinaires peuvent faire triompher la vérité contre les mensonges d'État les plus sophistiqués. Pendant 50 ans, cette famille ont vécu avec la douleur de ne pas connaître les vraies circonstances de la mort de leurs proches. Grâce à la détermination de Luc et Amélie et au courage des témoins qui ont finalement accepté de parler, la justice a pu être rendue. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Aviez-vous perçu les indices qui montraient que cet accident était en réalité un crime organisé? Partagez vos théories dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi au mystère de l'histoire française.